Elle est là, elle arrive, la petite speakerine, elle se dépêche. On était très loin près du bar. Je rejoins mes invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes ici à Nantes puisqu'il y aura la semaine prochaine les rencontres du co-homing du 20 au 24 juin. Vous faites votre petit tour de France en ce moment pour justement développer cette idée, populariser ce nouveau concept du co-homing. Laura Choisy, vous êtes la fondatrice de Co-Home, qui est une plateforme dédiée au co-homing. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, alors j'ai simplifié un petit peu en introduction le concept, mais quelle est l'idée et qu'est-ce qui distingue aussi le co-homing du coworking qu'on commence à connaître un peu plus? Pour redire un peu, le coworking, c'est l'idée de partager des bureaux en un même lieu avec des activités différentes. Donc comment c'est né le co-homing? Alors, le co-homing est né dans mon salon, tout simplement. J'étais en jeune freelance en janvier 2015. Je venais de démissionner de mon poste en tant que chef de projet en communication web dans une agence. Et je démarrais une activité de freelance, toujours dans le même secteur, dans mon salon. Et au bout de quelques semaines de solitude dans mon salon, j'ai commencé à chercher des solutions pour justement retrouver de l'énergie, une bonne dynamique de travail et aussi de la créativité, réseauter, etc. Je me suis tournée vers les espaces de coworking et pour diverses raisons, notamment le coût qui était très important, 300 € en Ile-de-France pour un mois à temps plein. C'était une dépense en tant que jeune freelance que je ne pouvais pas me permettre. Et surtout, étant très très écolo, je me suis dit c'est quand même dommage. Chez moi, je suis très bien équipée. J'ai la fibre, j'ai du bon thé, du bon café, j'ai des biscuits. Et c'est dommage. L'aspect convivial aussi, de partager le café, le thé. Donc là, vous avez dit voilà, j'ouvre les portes de chez moi. C'est pas un geste facile. On n'ouvre pas comme ça son appartement à des gens qu'on ne connaît pas. C'est pas évident. Alors si, justement, puisqu'il y a une proximité immédiate qui se crée. Il y a aussi, le site, quand il existera à partir de septembre, vous aurez un profil utilisateur qui détaillera le métier de la personne, ses passions. Il y aura une photo aussi, il y aura un lien vers ses réseaux sociaux. Donc c'est pas un inconnu qu'on accueille. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on a déjà pu, en tout cas un petit peu cerner à travers son profil sur les réseaux sociaux et son profil de co-homer. Comme aujourd'hui, on accepte ou pas des covoitureurs, par exemple, en Blablacar, en regardant aussi leur profil. Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit, par rapport au coworking, l'avantage, c'est aussi une histoire de coût. Mais le coworking, ça existe, ça se développe un petit peu, ça concerne quelques personnes. Vous, quelle est la différence quand même entre le co-homing et le coworking en dehors du coût? La grosse différence, c'est la souplesse d'utilisation, puisque le co-homing, on s'en sert quand on en a besoin. Il n'y a aucun engagement. La deuxième chose, forcément, c'est le coût, qui est très très faible, de 1 € à 11 € maximum toute la journée de travail. Et la troisième et dernière raison, c'est la convivialité immédiate, puisque comme vous êtes accueilli chez quelqu'un, vous êtes peut-être 2, 3, 4, voire 5 en fonction de la place disponible. Donc vous avez immédiatement un cercle de confiance qui se crée et la possibilité d'échanger avec les personnes qui sont présentes. Qui sont les personnes que vous visez? Quel est le public qui est visé? Vous l'avez dit, vous étiez freelance. Est-ce que ce sont que des freelances? Ça peut être aussi peut-être des start-upers. On est ici au Web Today. Finalement, il y a des clients potentiels ici aussi. C'est quoi le profil de la personne qui co-home? Le profil est assez vaste. En fait, on s'adresse aux populations isolées. Et isolées, ça peut être autant des freelances que des start-upers qui sont en mode garage. Ça peut être aussi des chômeurs qui ont l'habitude de travailler leur CV ou leur lettre de motivation seuls de chez eux. Et aussi les jeunes diplômés qui sont en recherche de leur premier emploi ou d'un stage. On est plutôt dans un contexte urbain, rural. On peut se dire, voilà, on imagine le profil plutôt urbain dans ce que vous avez décrit. Alors justement, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est un beau mélange d'urbain et de rural. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret qu'on vient de vivre, on vient de passer 2 semaines à Lille pour y organiser les rencontres du co-homing. Et les 3/4 des rencontres du co-homing se sont fait en dehors de Lille. Ils se sont fait dans des petits villages de 300 ou 400 âmes. Et c'était ça l'intérêt, c'est justement de montrer que le co-homing peut se faire partout. Et ça tombe bien puisqu'on a aussi Carole avec nous, donc Carole Leblanc qui va devenir co-homeuse, qui va accueillir chez elle la semaine prochaine une des rencontres du co-homing. Et vous êtes à Saint-Julien-de-Concelles. Donc oui. Vous n'êtes pas urbaine. Tout à fait, voilà. Je suis plus au milieu des champs. Ou des et donc vignes. Vous le faites déjà en fait. Aujourd'hui, vous étiez une co-homeuse sans le savoir finalement. Exactement. Puisque vous travaillez en tant qu'indépendante. Vous avez votre entreprise qui s'appelle Rise Me Up et vous accueillez déjà des gens chez vous pour travailler avec vous, c'est ça? Mais complètement. En fait, quand j'ai décidé de créer mon entreprise au mois de janvier, je me suis vraiment retrouvée dans la position d'être dans une grande solitude, surtout que j'ai été en pleine campagne. Alors j'ai un grand salon, j'ai beaucoup d'espace, j'ai du thé, des gâteaux et du café. Ça revient. Vous auriez dû en amener ce soir.
Mais voilà, je me sentais vraiment très très seule. Et au final, à force de rencontrer d'autres entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'eux n'avaient pas forcément cette qualité de travail chez eux. À savoir les enfants qui reviennent à 4 heures tous les jours, du bruit dans la rue, envie de sortir de son petit appartement du centre de Nantes justement. Et donc du coup, j'ai assez spontanément ouvert les portes de chez moi, mais sur mon petit réseau à moi. Et c'est ça que Coom va pouvoir changer à mon échelle, c'est de pouvoir me permettre de rencontrer des gens que j'aurais pas vus autrement. Alors justement, un petit mot aussi, on parlait du profil. Vous avez donc votre boîte qui s'appelle Rise Me Up. Vous faites quoi? Une épicerie en ligne spécialisée sur le riz. Voilà. Voilà. Parce que vous êtes une passionnée de riz. Vous adorez le riz. J'adore ça. J'en mange tous les jours. Ouais. Et en fait, une fois qu'on s'intéresse à ce produit, on trouve que vraiment c'est un produit très complet. On peut même faire des cosmétiques maison avec. C'est vraiment un grain qui est très riche en oligo-éléments, en vitamines. C'est une base de la nutrition à laquelle je voudrais redonner en fait des lettres de noblesse, tout simplement. Alors vous, dans le cas présent, vous êtes avec qui? Quels sont les gens qui viennent chez vous? Quel genre de travail ils font? Alors, et qu'est-ce que vous arrivez à faire ensemble aussi? Parce que l'idée, c'est de réussir à partager aussi des choses ensemble. Alors, dans les personnes qui sont venues régulièrement chez moi, il y a une personne qui va lancer un food truck, par exemple, et qui avait besoin de retravailler surtout ce qui était son image, mais elle est venue aussi pendant des séances de travail pour travailler son business plan, tout simplement. Donc, mieux cerner, par exemple, ses segments. Et là, j'ai pu travailler un petit peu avec elle là-dessus, par exemple. Ouais. J'ai aussi une amie maintenant, entrepreneuse, qui est vitrailliste et qui a pu venir travailler chez moi aussi pour pouvoir s'isoler justement de sa famille et se concentrer sur les solutions qu'elle pouvait avoir pour développer son activité sur Internet. Il y a beaucoup de choses possibles. Voilà. Alors, vous, Madou Desbois, vous êtes associé aussi chez Ecoom. Vous êtes chargé du développement aussi, c'est ça, de la plateforme. Vous avez participé à ce petit Tour de France là, qui commence. Vous disiez vous étiez à Lille. Comment est reçu Coom? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une véritable demande? Parce que c'est quand même une niche, on peut le dire. Mais est-ce que ça peut toucher pas mal de salariés? Alors déjà, avant de rejoindre Laura en tant qu'associée, j'étais moi-même co-homeuse et j'étais entrepreneuse dans une autre société. Et quand j'ai arrêté cette société, du coup, j'ai vraiment accroché avec l'idée et je me suis dit, Laura, si tu as besoin d'aide, je te rejoins. Voilà, donc ça, c'est déjà la démarche a commencé comme ça. Et effectivement, on a réfléchi toutes les deux et on s'est dit, mais il faut qu'on quitte Paris parce que Paris a déjà une grosse infrastructure et on peut apporter quelque chose d'autre dans d'autres villes ou dans des villages. Du coup, on a eu un peu cette lubie de se dire, OK, on fait un tour de France. Donc, on est parti d'abord sur Lille. À Lille, on a fait finalement qu'un seul comming à Lille même. Tout le reste, c'était dans des villages. Et c'est très, très, très bien accueilli. Et pour le coup, ça se développe beaucoup en milieu rural. Il n'y a pas du tout de barrière et les gens nous accueillent mais ils sont hyper contents parce que pour une fois, on se soucie d'eux et ils se disent enfin, on peut développer notre société de chez nous. On n'est plus obligé de se déplacer dans des villes, on n'est plus obligé de culpabiliser parce qu'on est dans une zone pas très développée. Et enfin, pas moins attractive, en tout cas, sur le papier. Voilà, c'est ça. Mais en fait, eux, ils étaient toujours obligés de se déplacer, d'aller à Paris, d'aller à Lille, d'aller dans les grosses agglomérations. Et là, pour une fois, on s'intéresse à eux de là où ils sont. Ouais. Donc bien accueillis, mais peut-être pas par les espaces de coworking. Vous allez leur faire une sacrée concurrence. Pas vraiment, non. Mais en fait, pour le coup, non, parce qu'on est vraiment un service complémentaire. On peut coworker et co-homer ? Oui, tout à fait. On a les deux. Il y en a qui ont besoin de réseauter et d'avoir un moment d'échange et vont co-homer. Et il y en a qui vont dire aujourd'hui j'ai envie d'être très très productive et j'ai réservé ma place dans un espace de coworking et mon objectif c'est ça, ils vont aller coworker. Donc ça cohabite très très bien et on est très bien reçus par les espaces de coworking. On est dans un cas précis d'économie collaborative, on en parle beaucoup, c'est Blablacar, c'est aussi Airbnb. Là, la différence, c'est ce que vous me disiez avant l'émission, c'est qu'on est encore vraiment dans une idée de partage, parce qu'il y a beaucoup d'économies collaboratives qui sont devenues du business. Aujourd'hui, on loue son appart aussi pour se faire de l'argent. Là, c'est l'idée de partager, mais il y a quand même un petit coût quand même. Oui, alors effectivement, il y a un petit coût, c'est normal. Quand on accueille chez soi sur une base régulière, on fournit l'Internet, on fournit l'électricité, l'eau courante, on fournit aussi du thé, du café et des gâteaux, pour en tout cas pouvoir se restaurer pendant la journée.
maison à base de farine de riz. Évidemment. Évidemment, pour faire découvrir les produits de Carole. Mais oui, le coût existe. Comme vous le disiez, le but pour les co-homers, à la base, c'est avant tout de se rencontrer, de partager des expériences, du temps, puis pourquoi pas des conseils. Donc nous, on leur explique que le plus intéressant pour eux, c'est d'avoir cette convivialité chez eux et pas nécessairement la rémunération qui pourrait être associée à tout ce qui correspond aujourd'hui à l'économie collaborative. Donc le co-homing, on a balisé le montant que les autres pouvaient se faire à la journée. Les autres peuvent très bien mettre leur appartement gratuitement, on l'a constaté plusieurs fois, et demander jusqu'à 10 € maximum. Et sur cette somme qui est demandée par l'autre, Co-home rajoute 1 € symbolique pour les participations aux frais de Co-home. Par exemple, en moyenne, les autres demandent 4 €, le visiteur payera 5 €. 4 € seront intégralement reversés à l'hôte et l'euro complémentaire sera reversé à Co-home. Et alors, vous n'étiez pas du tout tenté, par exemple, par le coworking. C'est une solution qui vous intéressait pas? Alors, je fais la comparaison, forcément, elle vient. Oui, alors effectivement, dans mon cas, le coworking a été assez vite... J'étais assez vite dissuadée, tout simplement à cause du montant, le loyer. Oui, aussi, ça revient, ça. Quand on commence son activité, déjà, on ne sait pas dans quelle année on va pouvoir se payer. Et donc, verser un loyer, c'est pas possible. En plus, ce que je vois comme gros avantage avec Co-home par rapport au coworking, c'est que quand on fait effectivement la location d'un espace en coworking, on signe avec des collègues qui seront toujours les mêmes. On signe pour un espace qui sera toujours le même. Et les jours où on a vraiment besoin de s'isoler, on se dit mais oui, mais en même temps j'ai versé un loyer, donc je vais quand même aller coworker. Alors qu'avec co-homing, je change de collègues régulièrement. Je peux aller co-homer ailleurs, même si chez moi c'est très bien. Et en plus, c'est très flexible. On n'est pas du tout sur de l'engagement et le montant est dérisoire. Donc clairement, s'il y a 15 jours dans le mois où j'ai vraiment envie d'être entourée, je peux le faire. Et s'il y a 15 jours où j'ai vraiment envie d'être la vie privée de la vie professionnelle. Comment on fait pour contrer cet argument-là? En fait, justement, on a à Bordeaux une architecte qui est associée avec son mari. Et justement, elle avait basculé, elle avait cherché des locaux pour distinguer la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça lui coûtait trop cher, donc ils reviennent chez eux. Mais le co-homing va lui permettre de fixer les règles. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont venir travailler chez eux, c'est des moments professionnels. Et quand les gens partent de chez eux, c'est des moments de privé. Mais ça reste quand même le même lieu. Donc, ça reste le même lieu, mais ça fixe un cadre. Ça fixe un cadre. Et est-ce qu'on n'est pas aussi perturbé très concrètement par le fait d'avoir d'autres gens qui travaillent chez soi? Parce que nous, voilà, on peut être en train de faire son boulot, puis quelqu'un qui vient pour réclamer un café ou un gâteau, justement, et qui va perturber notre travail. Comment on fait pour que ce ne soit pas finalement un facteur de perturbation d'avoir du monde chez soi? Alors, je pense que pour la notion de perturbation, ça dépend vraiment des profils des personnes qui sont utilisatrices du service de co-homing. C'est-à-dire que même quand on est dans une entreprise, on va avoir un collègue potentiellement qui va passer devant votre porte et qui va vous dire « Allez, tu viens boire un café » ou bien qui va vous embêter sur un dossier, ou peu importe. Sur le co-homing, ça va être la même chose, c'est-à-dire que, sauf qu'il y a quelqu'un qui va dire bon, est-ce que je peux aller passer un coup de fil dans la cuisine ou dans la pièce d'à côté? Est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne la cafetière, que je me serve tout seul? Donc en fait, c'est juste que quand on a l'habitude d'être seul chez soi, effectivement, il y a une petite habitude à prendre parce que d'un seul coup, on se resocialise. Il faut reprendre des habitudes, de savoir qu'il y a des gens dans la journée qui vont peut-être vous solliciter sur X ou Y raison. Alors, si on est intéressé aujourd'hui, parce que ça existe pas encore, la plateforme existe, il y a un site internet qui existe, le service existera bientôt. Comment on fait si on est intéressé? Alors aujourd'hui, sur toute la France, on compte presque 3000 inscrits et vous pouvez vous inscrire, en tout cas vous préinscrire, puisque le service sera officiellement lancé avec le site internet en septembre 2016. Donc ce sera sur www.cohome.in. Et en attendant, pour notre tour de France, vous pouvez vous inscrire sur festival.cohome.in. D'accord, et donc là, à Nantes, c'est toute la semaine prochaine, du 20 au 24 juin, il y a encore des places. Il reste 2 places chez Carole, je crois, pour mercredi prochain. Mais il y a d'autres personnes aussi qui accueillent des rencontres. Donc si on est intéressé, voilà, le site s'est affiché. On peut se positionner. Il y a une page Facebook également, voilà, pour découvrir.